Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à Madame Cécile Untermaier pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi dont notre Assemblée est aujourd'hui saisie pour la 3e fois et dernière fois vise, comme la loi organique portant statut des magistrats que nous avons adopté en juillet 2016, à adapter la justice aux exigences de notre temps, à la rendre plus efficace, plus accessible et en meilleure correspondance avec les attentes du citoyen. Permettez-moi de saluer une fois encore la qualité du travail effectué par nos deux rapporteurs, que sont Jean-Yves Le Guyennec et Jean-Michel Clément. Nous leur devons beaucoup et nous les remercions dans cette dernière ligne droite qui nous mène à l'adoption d'un texte examiné à plusieurs reprises. Nous devons remercier nos collègues de la Commission des lois, Colette Capdevielle, co-responsable de la première partie du texte, et Yves Gosdoué, notre président de la Commission, mais aussi nos administratrices, avec une pensée pour Annabelle Archien et le cabinet dans son ensemble du garde des Sceaux. Quelques mots de procédure sur ce travail législatif, à propos duquel notre président de la République a exprimé l'importance de réduire la durée. Le projet de loi a été examiné en Conseil des ministres en juillet 2015, au Sénat en novembre 2015, à l'Assemblée nationale en mai 2016, en CMP en juin 2016, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale en juillet 2016 au Sénat et à nouveau dans cet hémicycle ce 12 octobre 2016, soit un peu moins d'un an pour un texte de cette importance. Et dans le même laps de temps, nous avons adopté la loi organique portant statut des magistrats, loi articulée avec le présent projet de loi ordinaire. Le travail a donc été soutenu. Pourrions-nous pour autant accélérer le temps de la procédure dite déjà accélérée? Je pense que oui, avec une seule navette avec le Sénat. Enfin, nous sommes là, devant le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, avec la possibilité très limitée d'amender, puisque seuls sont recevables les amendements déjà votés en commission ou en séance par le Sénat. Je précise cela pour éclairer le refus ou l'absence de suite que nous avons réservé à tous ceux et toutes celles qui nous ont demandé de déposer à nouveau des amendements dans cette séance. L'entonnoir est très étroit dans le dernier chemin de la fabrique de la loi. Il est bon de le rappeler à ceux qui suivent nos travaux. Sur le fond, ce texte est un texte de modernisation, ainsi que je l'ai dit en introduction. Il s'inscrit dans une démarche ambitieuse pour la justice abandonnée, méprisée avant 2012 et pendant des années. Ici, nous, le groupe majoritaire, avec le gouvernement, avec Christiane Taubira puis Jean-Jacques Urvoas, nous avons cette ambition pour la justice. Je passerai très vite sur la première partie du texte. Nous en avons beaucoup parlé. Ce n'est pas la moins importante. Elle comporte nombre de dispositions qui ont provoqué d'ailleurs l'échec de la commission mixte paritaire, la suppression des tribunaux pour mineurs dont la démonstration de l'inutilité n'est plus à faire, le très attendu transfert des pactes civils de solidarité aux maires, la nouvelle procédure conventionnelle de divorce par consentement mutuel qui permettra de régler plus vite des situations de souffrance, les modalités de modification de la mention du sexe à l'état civil. Saluons ici le travail d'Erwan Binet et de Pascal Crozon. Elle comporte aussi des avancées incontestables visant à rapprocher la justice du citoyen, faciliter l'accès aux services publics de la justice, avec notamment le SAUJ, redonner leur juste place aux tribunaux des affaires de sécurité sociale et d'incapacité, en les fusionnant dans un pôle social, tribunaux trop longtemps laissés à la marge du service public de la justice, comme Pierre Jox l'a dénoncé et démontré avec force dans un ouvrage frappant nos consciences. Je ne reviendrai pas non plus sur les mesures prises pour replacer le juge dans son métier. Je m'attarderai un peu plus en revanche sur la seconde partie de ce projet de loi dont on a moins parlé, qui traite d'une part de l'action de groupe, posant ainsi pour la première fois les règles générales de procédure et facilitant le recours à l'action de groupe pour toutes les personnes lésées dans les domaines de la discrimination, de l'environnement, des données personnelles, etc. C'était un enjeu de justice important que de permettre l'action de groupe, laquelle, dans certaines circonstances, est la seule en capacité de permettre la défense de nos droits et la réparation des préjudices. Et qui traite, cette deuxième partie du texte, d'autre part, des exigences déontologiques s'imposant aux magistrats consulaires et conseillers des prud'hommes. Ces dispositions s'inscrivent en cohérence dans la suite des textes sur la transparence de la vie publique de 2013, la récente loi du 20 avril 2016 sur la déontologie des droits et obligations des fonctionnaires, et je salue ici Françoise Descamps-Cronier, et enfin la dernière loi organique relative aux garanties des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature. Le texte aujourd'hui en débat soumet les juges des tribunaux de commerce comme les conseils de prud'hommes à l'obligation de déclarer leur intérêt auprès du président du tribunal et pour les présidents et vice-présidents de ces juridictions de déclarer leur patrimoine auprès de la haute autorité. Ces mesures ont été prises en miroir de celles de la loi organique imposant également l'obligation d'établir une déclaration d'intérêt pour tous les magistrats judiciaires et des déclarations de patrimoine adressées à la haute autorité pour les plus hauts magistrats judiciaires. Depuis,
le Conseil constitutionnel, saisi de la loi organique, a rendu une décision le 28 juillet 2016 par laquelle il considère que l'obligation de dépôt auprès d'une autorité administrative indépendante des déclarations de situation patrimoniale des magistrats a pour objectif de renforcer les garanties de probité et d'intégrité de ces personnes et qu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général. En revanche, il considère qu'en imposant une obligation de dépôt au seul plus haut magistrat judiciaire, le législateur organique traite différemment ces magistrats des autres magistrats exerçant des fonctions en juridiction et méconnaît le principe d'égalité devant la loi. Il en résulte donc que l'objectif poursuivi pour être constitutionnel devait être appliqué à l'ensemble des juges et non à certains magistrats. Nous avions débattu de cette question. Le principe de faisabilité nous avait poussé à cette solution acceptable sur le plan de la stricte gestion par la haute autorité. Il nous faut, mes chers collègues, tenir compte de cette décision du Conseil constitutionnel. Le fait qu'il s'agisse de juges de nature et dans des positions statutaires différentes ne permet pas de penser que la décision du Conseil constitutionnel, qui ne manquerait pas d'être interrogée sur ce point, serait différente de celle rendue concernant les magistrats judiciaires. La rupture d'égalité est tout aussi présente. Ainsi, ne sera conservée que la seule mesure tendant à la déclaration d'intérêt effectuée par l'ensemble des juges, la mesure déontologique la plus importante à mes yeux, en ce qu'elle tend à la prévention des conflits d'intérêts dans l'acte de juger. Pour conclure, mes chers collègues, je vous invite, au nom de notre groupe, à adopter ce texte avec fierté et conviction. Il ouvrira la voie à de nombreuses avancées au profit tant des magistrats que des justiciables.